Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tech et on va essayer de rendre ça facile, facile à vivre, facile à comprendre et facile à expliquer. Alors pour ça, j'aimerais vous parler de ce livre. Vous en avez sûrement entendu parler si vous bossez comme product manager ou si vous bossez dans une équipe tech. C'est un des livres les plus connus sur le product management et sur le digital. Et du coup, l'auteur, c'est Marty Kagan, c'est ce monsieur. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, vous avez déjà sûrement dû voir sa tête. Il a écrit d'autres livres sur le product management, comme Empowered par exemple, et c'est une figure très connue dans le monde du product management. On l'appelle souvent d'ailleurs Dieu, God, Marty Kagan. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est très instructif, mais il y a 67 chapitres. Donc 67 chapitres, ça fait beaucoup, 350 pages, ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai eu envie de vous faire un petit résumé pour que ce soit plus facile à lire, pour que ça vous donne peut-être envie de le lire, ou que si jamais vous n'avez pas le temps, vous puissiez facilement avoir quelques idées de ce qu'il y a là-dedans et que ça vous permette d'avoir quelques connaissances dessus. Comme il y a beaucoup de chapitres aussi, c'était compliqué de faire une structure assez simple pour le résumer. Du coup, je me suis dit que j'allais faire les 10 enseignements principaux que j'avais eus dans ce livre. Les 10 commandements de Marty Kagan quelque part. Ça correspond bien vu qu'on a dit que c'était souvent quelqu'un qu'on appelait God Marty Kagan. Alors juste avant de démarrer, un petit conseil, vraiment, essayez quand même d'aller jeter un œil au livre. C'est hyper instructif. Si tu t'intéresses juste au digital, c'est une bonne lecture, vraiment intéressant, plein de retours d'expérience. Si tu débutes, je pense que c'est vraiment un des meilleurs livres par lesquels commencer, et tout le monde t'en parlera de toute façon, donc il faut que tu puisses avoir quelques notions dessus. Et si tu es plus expert, a priori tu le connais déjà, mais ça vaut le coup quand même de se refaire un petit reminder, de te rafraîchir un petit peu la mémoire, parce qu'encore une fois, il y a des notions très puissantes évoquées dedans et des passages qui sont vraiment très brillants et très bien écrits. Et petit bonus, pour ceux qui restent jusqu'au bout, je vous donnerai une autre ressource un peu en lien avec le dernier commandement, le 10e. Voilà, donc c'est pour vous motiver un peu pour rester. Du coup, on y va avec le premier commandement. Attention à la discovery. Donc pour démarrer, il faut bien expliquer que quand on construit un produit digital, on fait du product management, on a coutume de différencier le discovery et le delivery. Le discovery, c'est on va essayer de découvrir le produit qu'on a envie de construire. La delivery, c'est justement l'inverse, c'est construire le produit qu'on a découvert en discovery. Donc en gros, pour faire simple, la discovery, je me pose des questions, je trouve le bon problème, je trouve la bonne piste de solution à mon problème. Et la delivery, je délivre, je développe le produit que j'ai identifié en discovery. Voilà. Et c'est là-dessus que Marty Kagan commence à nous donner son premier conseil. Justement, il nous dit que la discovery, c'est tout souvent un peu moins bien cadré que le delivery. Le delivery, on a pas mal de frameworks agiles, Scrum par exemple, Kanban, qui ont plein de défauts. Et je vais laisser ça de côté. Mais ce qui est sûr, c'est que le delivery, c'est une phase qui est très cadrée. Là où justement, la discovery l'est un peu moins. Le truc, c'est que si jamais tu fais de la delivery très efficacement, avec des tests automatisés, avec des petites mises à jour incrémentales, avec des petits batchs de déploiement et de mise en production, mais que tu délivres un produit pas utile, en fait, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, c'est ça le premier message de Marty Kagan, c'est que on a besoin de faire attention à cette phase de discovery, on a besoin d'essayer de découvrir la bonne solution pour les bons utilisateurs, les bons consommateurs, et que c'est dur. Du coup, il nous donne 3 conseils sur cette phase de discovery pour y faire attention. Petit 1, identifier en amont les risques. Petit 2, définir et designer les produits progressivement. Petit 3, bien garder en tête que résoudre des problèmes, c'est plus important que délivrer des features. Et du coup, ça fait une très bonne transition avec le deuxième enseignement, le deuxième commandement de Marty Kagan, qui nous présente les 4 risques à adresser. Alors, ces 4 risques, il y a la valeur, la faisabilité technique, l'utilisabilité et la viabilité business. Vous inquiétez pas, on va faire un deep dive dans chacun d'entre eux. Le risque de valeur, d'abord. On l'a vu un peu avant. Il faut développer un produit qui soit utile pour des consommateurs, des utilisateurs finaux. Ça sert à rien de délivrer quelque chose qui ne va pas être utilisé. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas développer une solution à un problème inexistant. Comment on fait pour évaluer ça? On va aller voir les utilisateurs et on va analyser leur comportement. Ça va pouvoir passer, on va le voir par la suite, par des entretiens, des démarches assez qualitatives. On va leur poser des questions en essayant de les analyser de manière non biaisée. Ça peut aussi passer par des démarches plus quantitatives où on va faire des campagnes de sondage, des entretiens un peu plus massifs avec beaucoup plus de réponses et on va essayer de détecter ce qui en ressort. Deuxième risque, le risque d'utilisabilité. Est-ce que la solution est ergonomique? Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'on comprend bien en tant qu'utilisateur de cette solution comment elle résout notre problème? Et du coup, ça part renvoyer au rôle de l'UX designer. L'UX designer qui va nous aider justement à vérifier que la solution elle est intelligible, elle est compréhensible et que notre utilisateur il arrive à l'utiliser efficacement. Comment on fait pour sécuriser ce risque?
on va faire des prototypes, on va les faire utiliser par nos utilisateurs, par nos futurs clients, et on va les observer en le faisant, que ce soit avec des vidéos dans l'écran, que ce soit en se mettant juste un peu derrière eux, pour observer leur réaction et voir si ça correspond bien, si c'est utile pour eux, s'ils arrivent à bien s'y retrouver. Ce risque-là, il est assez naturel parce qu'en fait, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre de nous trouver face à une application, un produit digital complètement pourri, qu'on n'arrive pas du tout à utiliser, à comprendre, et sur lequel on galère et on se dit vraiment, ça serait bien si c'était plus simple. Troisième risque, le risque de faisabilité technique. Là, il va s'agir de sécuriser qu'on a les bonnes technos pour résoudre notre problème et les bonnes compétences dans les équipes pour le faire. Donc par exemple, si on veut résoudre un problème qui nous oblige à utiliser une technologie qui n'est pas encore suffisamment mature, probablement que c'est pas la bonne solution, que c'est trop risqué. Et puis également, ça peut renvoyer au fait qu'on veut utiliser une technologie qui nous a l'air hyper intéressante, hyper puissante, mais en fait, si on n'a pas les compétences en interne, ça marchera pas. Ce sera pas faisable techniquement. Comment on fait pour évaluer ça, la faisabilité technique? C'est tout simple, on va en discuter avec les développeurs, les ingénieurs, les équipes techniques. C'est eux qui vont pouvoir nous dire si c'est possible, pourquoi, et si c'est impossible, pourquoi. Enfin, le quatrième risque, le risque de viabilité business. Est-ce que mon application, elle est rentable? Mais ça va plus loin aussi. Ça peut être, est-ce que mon application, elle est légale? Elle est OK d'un point de vue réglementaire? Elle va pas se faire tuer par la prochaine loi qui va sortir, le prochain décret européen. On veut en gros que les investissements qu'on mette sur la construction d'une application qui soit bien techniquement, qui apporte de la valeur et qui soit ergonomique, on veut que ces investissements ils soient rentabilisés à la fin. Et du coup, ça veut dire que les gens l'achètent, mais ça veut aussi dire que elle va pas se faire interdire sur le marché. Alors ça peut paraître un peu anecdotique comme risque, mais pensez à Uber par exemple. Il y a une époque où on s'est dit qu'en fait Uber allait être interdit dans les grandes villes en Europe, et c'est typiquement ce genre de choses qu'on va essayer d'adresser là. Est-ce qu'il y a un risque que la réglementation change et nous empêche de continuer à nous développer? Alors je fais une petite parenthèse là en terminant ce deuxième commandement, ce deuxième insight, pour vous dire que on a vu là trois choses intéressantes, la partie UX design, la partie tech et la partie business. Et c'est pas un hasard, parce qu'on définit souvent le product management par l'intersection de ces trois cercles. Je vous remets le schéma là. Et donc en fait, de manière un peu simplifiée, ce qu'on peut dire, c'est que le risque de valeur, en quelque sorte, il est au centre de ces trois cercles, à leur intersection. Et que du coup, les trois autres cercles, tech, business et utilisateur, en fait, c'est les trois autres cercles qui s'intersectent pour le PM au milieu. Donc une manière de se rappeler de ces quatre cercles, ça peut être de se dire que du coup, les trois risques, tech, design, business, c'est bien les trois grands cercles qu'on a là. Et le risque de valeur, c'est le risque you are here au milieu à l'intersection. Et du coup, c'est le risque central sur lequel le PM en général va se focaliser. C'est le plus important. On enchaîne avec le troisième commandement. Différencier l'analyse qualitative de l'analyse quantitative. Alors les deux, elles sont très utiles en phase de discovery. On va devoir un peu les mélanger, les combiner. Les activités d'analyse quantitative en discovery, ça peut être d'abord du A/B testing, des sondages ou des analyses sur les données d'utilisation du produit. Alors le sondage, c'est le plus naturel. Vous n'avez pas de produit, vous vous demandez si ça va être efficace, si ça va servir à des gens. Une bonne manière de faire, c'est juste de faire un sondage et de regarder ce que répondent les gens. Mais souvent, quand on fait la discovery, en fait, on a déjà un produit qui tourne, qui a des utilisateurs et on a envie de le faire évoluer. On a envie de rajouter des fonctionnalités, on a envie de modifier les fonctionnalités existantes. Et dans ces cas-là, on va devoir faire aussi de la discovery et du coup, c'est là qu'on va pouvoir faire de la discovery quantitative avec les deux activités que j'ai mentionnées. A/B testing et des analyses des données comportementales des utilisateurs. Alors A/B testing, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode assez simple pour tester l'implémentation de deux fonctionnalités différentes. Je vais définir un groupe d'utilisateurs A, un groupe d'utilisateurs B. Je vais avoir deux versions de ma fonctionnalité, version A, version B. Je vais donner accès à la version A aux utilisateurs du groupe A. Je vais donner accès à la version B de la fonctionnalité aux utilisateurs du groupe B. Et je vais comparer. Est-ce que du coup ça marche? Quel groupe est le plus content? Qu'est-ce que j'en tire? Et du coup ça me permet de choisir entre ces deux options-là. Et enfin, du coup, les données d'analyse sur l'utilisation du produit, ça va être utile aussi. Ça va nous permettre de voir à quel endroit mon produit a un problème, à quel endroit les utilisateurs ils sont insatisfaits. Et du coup, ça va nous permettre ensuite d'identifier des axes d'amélioration. Alors, il y a 5 avantages que nous donne Marty Kagan à cette analyse quantitative. 1. Mieux comprendre l'utilisateur. C'est la base. 2. Mesurer les progrès du produit. 3. Prouver que les idées marchent. Ça sera plus démonstratif, plus convaincant si on a des chiffres à l'appui. 4. Objectiver les décisions. La data, c'est mieux qu'une opinion, qu'une intuition. Et 5. Inspirer le travail de l'équipe produit, parce que ça nous fournit des sources d'insights non biaisées sur l'utilisation des utilisateurs. Et donc, c'est très précieux. On passe maintenant à l'analyse qualitative. Comme son nom l'indique, ça va nous générer des données en un peu moins grande quantité,
Mais évidemment, ça va nous permettre de creuser un peu plus, du coup, d'avoir un peu plus de profondeur d'analyse des sujets. Et du coup, il y aura des éléments qualitatifs qui seront un peu plus poussés que ce qu'on va avoir de la partie quantitative. Les activités en général qu'on fait, ça va être des entretiens qu'on va avoir avec les utilisateurs finaux, en one-one, en tout cas avec quelqu'un qui interviewe, quelqu'un qui prend des notes. Ça peut être des tests d'utilisabilité où l'utilisateur va essayer le produit devant nous et on va l'observer pour voir comment ça se passe, est-ce qu'il arrive bien à l'utiliser ou pas. Et ça peut être aussi des entretiens collectifs où vous avez une dizaine de personnes dans une salle et vous les faites réagir sur une proposition. Ça peut être du coup un prototype, ça peut être un livrable, ça peut être une vision du produit, un texte qui le décrit, ce genre de choses. Et n'oubliez pas aussi que l'activité la plus simple qu'on puisse mettre en œuvre en phase de discovery en termes d'analyse qualitative, c'est juste de demander tout simplement à l'utilisateur, est-ce que tu serais prêt à acheter mon produit et est-ce que tu serais prêt à le recommander à un ami. L'utilité de ces analyses qualitatives en phase de discovery, c'est que ça va nous permettre d'apprendre très rapidement des choses sur l'utilisateur, il va nous raconter des histoires, ça va nous permettre de générer de l'empathie vis-à-vis de lui, de se mettre à sa place, et ça va nous donner des idées hyper intéressantes toujours. Parce que l'utilisateur, il utilise toujours l'outil d'une manière qu'on ne va pas anticiper. Et ça, c'est très précieux. Par contre, attention, l'analyse qualitative, ça ne vous sert pas à valider des opinions, des intuitions que vous avez. Ça, c'est le rôle de la phase quantitative, d'analyse quantitative. Commandement numéro 4, scaler, c'est difficile. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par scaler? Scaler, ça se traduirait en français par passer à l'échelle. Donc, ça va renvoyer au fait qu'une entreprise grossisse beaucoup en termes de taille. Par exemple, une startup qui se lance, elle a 10, 20, 30 employés, et puis elle fait une levée de fonds, elle va grossir beaucoup, elle va recruter beaucoup, et elle va passer de 30 à 300 employés. Ça, c'est ce qu'on appelle scaler, passer à l'échelle. Et ensuite, quand elle a 300 employés, elle va peut-être relever des fonds pour monter ensuite à 3000 employés et c'est également un passage à l'échelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on différencie souvent les startups qui souvent sont plus jeunes dans leur vie, des scale-up qui sont en général des startups qui ont bien réussi, qui ont trouvé leur marché, qui ont des revenus assez conséquents et donc dont on ne se dit pas qu'elles vont disparaître du jour au lendemain. Par exemple, vous avez des entreprises comme Spendesk ou Conto ou Lydia. Historiquement, c'était des startups, des petites boîtes, et là maintenant, elles ont beaucoup grossi. Donc, on parle plus de startup, on parle plutôt de scale-up. C'est un vocabulaire qu'on entend pas mal ces temps-ci. Il y a une deuxième précision, une remise en contexte que je voudrais faire pour vous expliquer pourquoi Marty Cagan il parle beaucoup de ce sujet du scale. C'est que donc, Marty Cagan, pour en dire un peu plus sur lui, il a bossé dans les Silicon Valley pendant toute sa vie. Ça a été un product manager, product coach, et donc il a beaucoup vu des boîtes justement startup grossir. Donc typiquement, il a bossé dans les années 90-2000, il a vu des gros mastodontes comme Google, Amazon et les GAFA passer de petites structures à très très grosses entreprises multinationales. Donc c'est un sujet qu'il maîtrise très bien et c'est aussi un point intéressant de son livre, c'est qu'il y a beaucoup de retours d'expérience concrets de product managers, de gens ayant occupé un rôle produit au sein de ces grandes structures, de ces startups devenues scale-up. Alors les étapes du scale décrites par Marty Cagan, du coup, c'est un peu ce que je vous disais. D'abord, on a les startups. Une startup pour Marty Cagan, c'est une petite entreprise qui a moins de 25 personnes. Son besoin principal, c'est d'être financièrement viable. C'est le risque de viabilité business. C'est un environnement en général stressant, nous dit-il, mais c'est une orga aussi qui est très agile. Ça veut dire que potentiellement, c'est un monde où vous allez pouvoir vous retrouver à faire un peu tout et son contraire et à toucher un peu à tout, ce qui du coup est un peu stressant, pas facile. En plus, comme on le disait, il y a une recherche de viabilité business qui n'est pas évidente. Par contre, ça permet d'être très agile, de refocaliser facilement les forces sur un aspect ou un autre, reprioriser très très vite et pivoter. Ce qu'il appelle les grosses companies, donc growth comme le mot croissance en anglais, qui sont en gros des scale-up. Là, on parle d'une startup qui a connu des premiers succès. Du coup, ils ont grossi. Ils sont à peu près entre 25 et 400 personnes, 400 ingénieurs. Ils ont une bonne motivation, ça marche bien. L'enjeu, ça va être de se réinventer toujours et de pas se perdre du coup dans le fait qu'on a grossi et du coup on n'arrive plus à s'organiser. Les entreprises classiques, enfin, les grosses structures qui vont être plus anciennes également en général. Alors donc j'ai un peu spoilé, mais voici les challenges de ces trois phases. Startup d'abord. L'enjeu, c'est de trouver son product market fit. Le product market fit, c'est avoir un produit qui est vendu dans le bon marché aux bons utilisateurs avec le bon message. C'est un peu le rêve et c'est ce qu'on a envie d'atteindre parce que ça nous permet de nous assurer qu'on a trouvé notre bon segment de marché et que on va commencer à être rentable. Je vous mets une vidéo hyper intéressante sur le sujet de Yann Leonardi qui parle beaucoup de ces sujets de gross marketing en général et je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est hyper intéressant. Mais bon voilà, le product market fit, la question c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour le produit que je construis? Alors les scale-up, comme je disais,
C'est donc des boîtes qui ont déjà eu quelques succès. L'idée, c'est est-ce que la recette du succès quand on était petit va continuer à fonctionner quand on est plus gros? Est-ce qu'on va garder notre efficacité avec plus de gens et plus de difficultés du coup à s'organiser et à mettre en place des process? Notamment, deux choses compliquées, c'est ne pas perdre l'alignement. Plus on a d'équipes, plus ça va être compliqué d'avoir tout le monde qui suit la même vision. Et comment on adapte le leadership. Quand on est 20-25, c'est pas du tout la même chose que quand on est 400 en termes de management et notamment pour le top management, CEO, CTO. Enfin, pour les grosses boîtes, l'enjeu, ça va être de générer l'innovation en continu, sans être dans un mode un peu vache à lait, où en gros, on se repose sur des choses qui fonctionnent bien et on va pas se challenger pour aller un peu plus loin. C'est un peu le côté too big to fail en anglais, c'est-à-dire too big to fail, c'est trop gros pour échouer. Ça renvoie à des entreprises qui sont tellement grosses qu'en fait, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Elles ont au moins 10-15 ans devant elles et donc en fait, ça ne stimule pas beaucoup pour innover parce qu'en fait, tu joues pas ta survie. À la différence d'une startup où justement, si dans les 3 prochains mois, tu n'arrives pas à pivoter, à être efficace, bah, potentiellement la boîte coule. Donc voilà, c'est cet enjeu-là. Pour les grosses boîtes, justement, le fait d'avoir trop d'argent qui devient un problème en fait parce qu'on a moins d'idées, ça nous challenge moins et du coup, ça nous pousse à être moins innovants. Cinquième enseignement, le PM at scale. Alors comme je disais, c'est un sujet quand même beaucoup Marty Cagan qui l'aborde très très bien et c'est d'ailleurs un des seuls à le faire dans la littérature, donc c'est hyper utile. La question, c'est comment je passe à l'échelle le PM. Donc, un PM dans une organisation de 20 personnes avec une équipe produit, on voit bien comment ça fonctionne. Mais si du coup, j'ai 50 équipes produits du jour au lendemain, comment je me débrouille? C'est quoi le rôle du product manager? C'est quoi le manager du product manager? Et ainsi de suite. Dans un premier temps, ce que nous dit bien Marty Cagan, c'est que le leadership, il doit évoluer. C'est naturel. La boîte grossit, les leaders de la boîte doivent évoluer. Côté PM, il va falloir aligner tout le monde avec la vision business. Pourquoi on fait ça? Quels sont nos utilisateurs, qu'est-ce qu'on veut leur vendre et qu'est-ce qui fait que notre outil, notre application, elle est rentable financièrement. Côté PM, ça va renvoyer à aligner tout le monde sur la vision business. C'est quoi notre vision macro au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on veut accomplir comme changement dans le monde? Côté design, ça va être assurer la cohérence du design. Évidemment, parce que quand on a 50 équipes produits qui développent chacune des fonctionnalités, assurer une cohérence d'ensemble avec la manière dont les interfaces sont conçues, pas seulement sur la charte graphique, mais aussi la manière dont on interagit avec l'application, c'est crucial, c'est important. Imaginez que vous alliez sur Amazon et que l'écran pour gérer votre panier soit complètement différent de la page d'accueil. Ça ferait très bizarre, ça marcherait pas bien, on serait pas content. Au TTEC, l'enjeu, ça va être de contrôler la complexité de la base de code à mesure qu'elle va grossir, à mesure qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités. C'est un vrai enjeu compliqué et ça demande beaucoup de compétences en matière d'excellence technique et de conception. Du coup, pour expliquer comment ce leadership côté produit se matérialise, Marty Cagan nous parle du rôle de Head of Product. On entend pas mal parler, ça se développe un peu en France ces temps-ci. On parle de HOP par exemple pour Head of Product. C'est en gros le plus haut rôle dans l'organisation produit qui a encore un peu un œil sur les sujets opérationnels. Souvent, au-dessus du Head of Product, on va avoir deux rôles, le VP Product ou le CPO, mais qui eux vont avoir un rôle un peu moins opérationnel et qui vont plutôt être focalisés sur gérer le board des actionnaires et gérer vraiment la stratégie à niveau très très macro. Ce Head of Product, il a 4 missions. Petit 1, faire grandir les équipes et les faire se développer et progresser. Petit 2, partager la vision et la stratégie du produit. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? C'est quoi notre vision à 5 ans, 10 ans? Petit 3, assurer que l'exécution tient la route. Le delivery, comme on disait, c'est important. La base de code, elle va être beaucoup plus complexe au fur et à mesure et il ne faut pas qu'on se perde dedans. Quatrièmement, diffuser une culture produit. Il faut qu'on soit dans des approches itératives, incrémentales, où on puisse essayer, tester et se tromper et se dire que c'est pas grave, ça nous permet d'apprendre. Et ça, c'est le rôle du Head of Product de diffuser cette culture. Alors, petite pause, on est à la moitié de la vidéo, j'espère que ça va, que je vous ai pas perdu. Il y a encore 5 enseignements qui vont suivre et le petit bonus à la fin. Donc accrochez-vous et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me faire des petits feedbacks. C'est pas parfait mais il n'y a pas de souci, je suis hyper heureux de les entendre. Et si voilà, vous avez envie de voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sixième enseignement, et c'est un de mes préférés, 2 cours incontournables pour tous les product managers. Premièrement, c'est un cours de développement. Alors attention, c'est pas un cours en HTML pour faire des interfaces web, c'est vraiment un vrai langage de programmation sur lequel il faut prendre le cours. Pourquoi Marty nous conseille ça? C'est pour bien comprendre la logique derrière, comment ça fonctionne du code, comment ça fonctionne le développement et notamment la pensée en hypothèse, pensée en boucle avec les if, else, les boucles while, les boucles for. Ça va nous permettre de comprendre cette logique un peu mieux.
Et derrière, en fait, ça va nous aider à développer plus d'empathie vis-à-vis des développeurs, vis-à-vis des ingénieurs de l'équipe. Et donc, la prochaine fois qu'on leur dira, vas-y, fais-moi cette fonctionnalité rapidement, tu fais un truc en 2 jours, c'est rapide, et bah, on le fera pas parce qu'on a de l'empathie vis-à-vis d'eux, on sait que c'est plus compliqué que ça, et qu'écrire du code, c'est un vrai boulot, c'est dur. Et du coup, le deuxième cours que nous recommande Marty Kagan, c'est un cours de finance. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir un produit qui résout un vrai problème, c'est même essentiel, mais à la fin, il faut aussi que ce produit soit vendu. Et donc, il faut maîtriser quelques bases de la finance sur le coût d'acquisition des clients, le revenu par utilisateur, l'équilibre entre les coûts et les dépenses, et puis des notions de modèle de pricing. Par exemple, est-ce que j'ai envie que mon application elle soit gratuite mais avec des pubs, et ensuite avoir une offre premium pour que les gens n'aient pas de pubs, c'est par exemple ce que fait Spotify. Est-ce qu'inversement, je vais obliger tout le monde à payer dès le début, un petit peu, et c'est comme ça que je vais me rémunérer. C'est par exemple ce que va faire Netflix, sans pub. Septième enseignement, les bonnes pratiques pour des équipes produits efficaces. Ça va renvoyer à 2 choses, la composition des équipes et l'environnement des équipes. Sur la composition, il faut que la taille soit pas trop grosse. On doit pouvoir les nourrir avec 2 pizzas. C'est la fameuse règle des 2 pizza team de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Donc, en l'occurrence, en général, ça veut dire que l'équipe produit, PM, ingénieur, designer compris, ça ne doit pas faire plus que 7-8 personnes, 8-9 personnes. En termes de compétences, il faut que ça soit le plus pluridisciplinaire possible. À minima, il faut un product manager et des ingénieurs. En termes de reporting, de rôle au sein de l'équipe, le PM, c'est pas le manager. Attention. Le PM, il fait partie de l'équipe et c'est pas à lui qu'on va devoir dire les choses reportées. C'est pas le manager des développeurs. Attention. Et en termes de scope, de responsabilité, c'est-à-dire de questions de sur quelle fonctionnalité va bosser telle équipe, il y a plusieurs manières de le faire. On peut découper en faisant une équipe pour un type d'utilisateur, une persona. On peut découper aussi du coup par device, une équipe pour tout ce qui est iOS, une équipe pour tout ce qui est Android, une équipe pour tout ce qui est desktop, browser, web. Ensuite, ça peut aussi être par différentes phases du process. Par exemple, si je suis sur un site e-commerce, la partie accueil de l'utilisateur, la partie choix des articles, la partie paiement, la partie expédition. Deuxième élément, après la composition des équipes, leur environnement. Ça va renvoyer à leur localisation. Si les équipes sont colocalisées, bossent au même endroit sur le même site, c'est mieux. Ça va renvoyer aussi à la durée de vie des équipes. Plus elles sont stables dans le temps, mieux c'est. Et enfin, l'autonomie. Il faut que les équipes elles soient le plus autonomes possible les unes des autres. Il faut qu'elles arrivent à résoudre des problèmes toutes seules, sans forcément avoir toujours besoin de solliciter une autre équipe. Et quand je dis résoudre des problèmes, ça veut dire pouvoir déployer des fonctionnalités en production pour l'utilisateur, sans avoir à demander la permission à d'autres équipes ou à d'autres services. Alors pourquoi ça marche? Faire attention à cette composition et à cet environnement. Premièrement, on va avoir une meilleure relation dans les équipes. Elles vont mieux se connaître, ça va être plus efficace, la collaboration va être plus fructueuse. Deuxièmement, en mélangeant les expertises, ça va permettre de tirer l'innovation, d'avoir plus d'idées innovantes et intéressantes. Et ensuite, ça va permettre de focaliser les équipes sur l'impact business, l'outcome, c'est-à-dire le changement que je vais faire intervenir dans la vie de mon utilisateur et non pas uniquement la feature, la fonctionnalité que je vais délivrer. Ça va générer de la motivation parce qu'on va avoir le sentiment d'ownership que les fonctionnalités qu'on développe, elles nous appartiennent et qu'on en est les propriétaires et les garants. 8e enseignement, la gestion des stakeholders. Et je vous rassure, c'est bientôt fini. Alors d'abord, c'est quoi un stakeholder et c'est quoi le rôle du PM pour le gérer? Un stakeholder, c'est tout simple, c'est quelqu'un qui a en gros droit de vie et de mort ou en tout cas de veto sur ton produit. Ça peut être du coup typiquement le legal, la partie finance, la partie marketing qui vont pouvoir te dire en fait non, tu peux pas construire ton produit. Il est peut-être très bien d'un point de vue valeur, d'un point de vue utilisabilité, d'un point de vue technique, mais par contre, ça marche pas d'un point de vue business. Donc ça peut être par exemple le fait de vouloir sortir un produit qui ne correspond pas au branding, à l'esprit de la marque, à l'esprit de l'entreprise. Et les responsabilités du PM pour gérer ce stakeholder, en fait, il y en a 2. D'abord, comprendre les contraintes et les préoccupations des stakeholders et les anticiper. Ensuite, assurer que tout le monde est bien aligné dans la même direction, les équipes produits et les stakeholders. Alors, quelques stratégies pour bien les gérer, quelques idées de Marty Kagan pour nous aider à bien gérer ces stakeholders. Il y a un prérequis de leur côté. Il faut qu'ils aient de la confiance, du respect envers nous et qu'ils nous laissent de l'autonomie. Sinon, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Un mode où le stakeholder micromanage le product manager, c'est sûr que c'est pas efficace. Ensuite, 3 choses à faire. Donc, premièrement, être un super product manager. Bon, ça, évidemment, on s'en serait douté, mais c'est toujours bien de le rappeler. Deuxièmement, il faut communiquer, beaucoup. Avant les releases, les gros déploiements, mais même pendant toute la phase
de développement, de discovery, enfin tout le temps, il faut communiquer, être très clair auprès des stakeholders, auprès des sponsors. Et troisièmement, ne jamais rentrer dans une bataille d'ego, une bataille d'opinion où en fait c'est moi le PM, voici mon opinion et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. Ça, il ne faut pas rentrer là-dedans pour la simple et bonne raison qu'à un moment, le stakeholder, c'est quelqu'un qui est plus haut placé que toi et donc en fait, s'il a envie d'imposer son avis de manière un peu sèche, brutale, il pourra le faire de toute façon. 9e enseignement, l'importance de la culture et de la collaboration. Alors d'abord, comment définir la culture ? Pour Marty Cagan, on peut mesurer la culture d'une organisation produit selon 2 dimensions. On va premièrement avoir un axe exécution qui va renvoyer à l'efficacité en phase de delivery, la capacité à délivrer des applications bien conçues et bien faites techniquement. Et ensuite, on va avoir la dimension innovation qui correspond en phase de discovery. L'enjeu, ça va être de réussir toujours à trouver de nouvelles idées ensemble. Quelques conseils pour s'améliorer sur la première dimension, exécution en phase de delivery. Diffuser l'information et faire collaborer les équipes. Casser les silos, c'est plus efficace. Responsabiliser les équipes, en leur montrant que c'est elles qui possèdent les features qu'elles développent et c'est elles qui en sont les garantes. Mettre l'accent sur les résultats et l'impact qu'on a à la fin, et pas sur les livrables qu'on sort, les fonctionnalités. Mettre dans la boucle les ingénieurs, dès le début, le plus vite possible, même s'il n'y a pas besoin d'écrire de ligne de code, juste pour avoir leur expertise et pouvoir évaluer ce risque de faisabilité technique. Et enfin, reconnaître les succès. Savoir célébrer les petits achievements, les petites choses qu'on a fait ensemble. C'est important, ça va nous saouler, nous fédérer en tant qu'équipe. Et pour s'améliorer sur la dimension innovation, qui correspond donc plutôt à la partie discovery, 5 conseils également. Encourager les expérimentations. On teste, on fait des hypothèses et c'est pas grave si ça marche pas. Encore une fois, responsabiliser les équipes pour qu'elles aient des idées, qu'elles puissent se sentir autonomes dans le fait de réussir à résoudre le problème qu'on leur a demandé de résoudre. Pousser la maîtrise business et notamment les aspects finances, c'est important. Il faut maîtriser l'industrie dans laquelle on bosse. Il faut maîtriser les enjeux financiers, les équilibres financiers derrière. Stimuler la diversité dans les équipes. Plus on aura des gens qui viennent de backgrounds différents, qui ont des histoires différentes, des expériences différentes, plus ça sera précieux et efficace. Et enfin, industrialiser le plus possible les techniques de discovery. On a vu en préambule au tout début que c'était le problème de la discovery, c'est que c'est moins cadré que le delivery. Donc il va falloir essayer de processer ça, de le rationaliser pour être le plus efficace possible et le faire de manière industrielle. Et 10e et dernier renseignement, des missionnaires plutôt que des mercenaires. Alors pourquoi des missionnaires ? On va avoir envie d'avoir des gens qui croient en fait en la mission de l'entreprise, qui croient en la vision produit, qui vont avoir envie de l'évangéliser. Du coup, ils sont là pour résoudre des problèmes et ils veulent avoir de l'impact et changer la vie de leurs utilisateurs. Inversement, on ne veut pas des mercenaires. Des mercenaires, ils ne sont pas vraiment intéressés par le fait que notre produit, il fonctionne bien et il apporte de la valeur aux utilisateurs. Ils vont plutôt être là pour maximiser leur intérêt individuel et pas l'intérêt collectif. Les mercenaires, je ne sais pas si vous savez, mais du coup, c'était des soldats, des armées qu'on pouvait acheter pour renforcer ses forces quand on faisait la guerre au Moyen-Âge. Alors pourquoi c'est mieux des missionnaires que des mercenaires ? D'abord parce qu'on se bat toujours pour ce en quoi on croit. Les missionnaires feront le maximum pour le produit et l'utilisateur. Les missionnaires seront plus responsabilisés, empowered, et ne seront pas juste dans une posture d'exécutant. Enfin, les missionnaires auront une créativité maximale, mais ils amèneront plein d'idées innovantes pour améliorer le produit. Et du coup, pour terminer ce dernier enseignement, c'est intéressant du coup, je trouve, ce vocabulaire de missionnaire, puisque ça renvoie vraiment à un lexique un peu religieux. Et du coup, on l'emploie aussi parfois dans le contexte du produit avec le mot d'évangélisation. On parle d'évangéliser les pratiques produits, évangéliser notre produit. Et donc, ça m'a fait penser à une autre ressource super intéressante sur le sujet. C'est un podcast de Product Squad, enregistré par Rémi Guyot sur les 7 péchés capitaux. Du coup, je trouvais que ça correspondait bien. Évangélisation, missionnaire, 7 péchés capitaux. On est un peu dans le même genre d'idée. Du coup, je vous ai mis le lien en description en dessous. N'hésitez pas à aller écouter, c'est hyper intéressant. Rémi Guyot, je ne sais pas si vous le connaissez, il était VP Product et Design chez Blablacar et maintenant il est parti chez Tiga en tant que partenaire. Donc voilà, franchement, c'est quelqu'un à écouter et à connaître. Et du coup, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous sera utile et surtout que ça vous aura donné envie de lire ce livre, Inspired par Marty Cagan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Bonne journée!